Bonjour à vous tous, merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième webinaire de la web série engagée avec le GPI et Preventica. Aujourd'hui, on va parler de l'image de la santé au travail, un sujet vraiment d'actualité au moment où le Sénat engage ses réflexions sur le projet de loi santé au travail, projet de loi qui avait été initié par l'Assemblée nationale et voté en séance du 17 février. Donc aujourd'hui, on va parler justement de cette image avec la participation de Anne-Sophie Gaudin, qui est directrice des services chez Humanis. Nous aurons aussi Frédéric Demailly, directeur HSE à Ariane Group, et bien sûr Dominique Vacher, qui est membre du GPI et aussi directeur de DV Conseil, qui va nous faire une introduction sur le sujet d'aujourd'hui, dans le cadre de la web série que nous avons engagée, donc, comme je le disais tout à l'heure, avec Preventica. Donc, les intervenants, vous les avez en ligne. Vous avez aussi une faculté d'intervenir en posant des questions dans l'onglet questions que vous avez sur votre droite dans votre application. Et on fera donc les interventions de Dominique, Anne-Sophie et Frédéric. Et ensuite, on passera aux questions qui ont été posées au cours de cette session. Dominique, je te passe la parole. Merci Patrick, bonjour à tous, merci d'être si nombreux, plus de 340 inscrits encore à ce webinaire, c'est vraiment un score qui marque l'intérêt que la santé et la sécurité au travail a aujourd'hui dans ce monde un peu troublé avec ce coronavirus. Effectivement, rappelez que nous avons lancé cette série avec Preventica après avoir présenté la plateforme d'idées du GPI en février. Et aujourd'hui, nous avons donc la chance d'avoir un webinaire et un peu de temps pour parler de chacun des 9 leviers que nous avons identifiés dans cette plateforme. Vous recevrez en tant que webinariste, après le webinaire, le PDF de cette plateforme. Donc, je n'y reviens pas. Aujourd'hui, nous sommes à traiter le point 2, changer l'image de la SST. Et dans cette plateforme, sur ce sujet, nous avons identifié 3 idées. Une première est issue du fait qu'en France, on a une spécificité dans le monde, puisque comme tout le monde, vous savez que l'obligation générale de sécurité qui est donnée à l'employeur en France est une obligation de résultat. Et nous pensons que cette spécificité peut permettre de revoir de façon très profonde le signal réglementaire qu'on envoie aux entreprises en France. Je ne détaille pas plus, on n'a pas le temps de tout traiter aujourd'hui. Je vous renvoie à la lecture de la plateforme sur ce point, qui est assez iconoclaste, mais qui est porteur, je pense, de beaucoup de progrès. Et puis, le deuxième point que je vais traiter tout de suite, c'est de rappeler que en 2009, l'AISS, l'Association internationale de sécurité sociale, puis en 2014, l'OPBTP, l'Office public de prévention du bâtiment et des travaux publics, avait lancé des études qui ont démontré, chacune d'elles, que pour 1 euro investi dans la prévention des risques professionnels, eh bien, le retour sur investissement était en moyenne de 2,2 euros. Ça, c'est le premier signal très positif qui permet de changer la prévention. Bien sûr, la prévention peut avoir un coût, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à relativement court terme, le retour sur investissement est donc de plus de 2 fois l'investissement initial. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se rappeler. Et depuis, on est allé beaucoup plus loin, puisque des études montrent là également que le niveau de performance en santé-sécurité au travail traduit exactement le niveau de maîtrise qu'une entreprise a de ses activités. Autrement dit, une performance santé au travail qui est médiocre, eh bien, ça veut juste signifier que l'entreprise maîtrise de façon médiocre ses activités, alors qu'elle pourrait les maîtriser beaucoup mieux. Frédéric, de ce point de vue, tout à l'heure, nous fera un témoignage éloquent sur ce lien entre la performance santé au travail et le niveau de maîtrise des activités. Et puis, le troisième point, c'est celui que nous allons développer longuement ce matin. Il s'agit de proposer un label qualitatif santé-sécurité au travail et de voir comment un tel label peut devenir un atout concurrentiel et peut développer, améliorer les affaires d'une entreprise. Alors, avant de rentrer sur cette idée de label, évoquons déjà le fait que aujourd'hui beaucoup d'entreprises sont certifiées OHSAS 18001
pour les plus anciennes, ISO 45000 pour les plus récentes. Et pourquoi on ne pourrait pas se contenter, après tout, d'une certification? Eh bien, il faut rappeler que ces normes ISO ou ce standard OSAS ont été faits et permettent de progresser, hein, il n'y a pas de débat sur le sujet, mais que ces normes ne signifient pas, lorsque l'on est certifié, ne signifient absolument pas l'excellence. Cette association est mensongère et trop souvent entretenue par des entreprises que ça arrange bien de laisser penser que être certifié signifie qu'on excelle sur le sujet sur lequel on est certifié. La certification n'atteste en fait que simplement qu'il y a une boucle d'amélioration continue qui existe, que le progrès est en route, et évidemment, suivant le point de départ, l'excellence peut être encore loin. J'ajoute que la certification ne donne aucune indication quant au niveau de maturité de l'entreprise. C'est binaire, on est ou on n'est pas certifié. Et cette approche binaire, elle est en plus pas du tout qualitative, puisque même les observations, les recommandations, voire les non-conformités qui ont été levées pendant l'audit du certificateur, eh bien, il n'y a aucune communication qualitative sur ce sujet. Donc, cela en fait un outil de progrès incontestable, mais on n'a pas une idée de la maturité de l'entreprise quant à son excellence ou son niveau d'excellence en santé au travail, et c'est ce qu'on cherche à faire avec le label qualitatif. Alors, sur quel ressort ce label va-t-il jouer? Eh bien, l'idée qui commence à s'étendre, hein, on va en parler, c'est qu'un produit, un service fabriqué par une entreprise qui ne s'achète plus ou qui s'achète moins, eh bien, amène l'entreprise à se poser rapidement des questions sur le pourquoi il y a un délaissement des clients sur le produit ou sur le service, et donc à prendre les mesures pour y remédier. Et vous connaissez probablement cette start-up Yuka qui a lancé une application sur le bien manger. Eh bien, ce qui se passe avec Yuka et le consommateur lambda que nous sommes, sur le bien manger est riche d'enseignements. Vous savez peut-être que suite à cette mise en place de cette approche qui consiste à informer avant son achat le consommateur sur les risques qu'il prend à acheter tel ou tel produit, eh bien, a par exemple obligé la chaîne Intermarché à revoir la composition de plus de 900 produits qui commençaient à être délaissés par les consommateurs parce que ces produits étaient mal cotés sur Yuka en termes de risque pour la santé. Donc, on assiste aujourd'hui, je crois, à une prise de conscience collective assez rapide sur cette notion d'achat responsable. Et pourquoi cette prise de conscience sur les achats responsables ne pourrait pas se toucher aussi la santé sécurité au travail? Et donc, l'idée avec un tel label, c'est de sensibiliser l'utilisateur final, l'acheteur, le donneur d'ordre, et le responsabiliser sur son pouvoir de régulation qui est donc extrêmement important pour peu qu'il soit bien sûr un peu informé sur ce qu'il s'apprête à faire en termes de contractualisation. Et donc l'objectif du label qualitatif, c'est d'informer le prospect, le futur client, voire, et Anne-Sophie va nous en parler, les parties prenantes. C'est également lui éviter une prise de risque, puisque vous avez compris que la performance santé sécurité au travail traduisait le niveau de maîtrise des activités. Eh bien, quand on est correctement labellisé sur un tel label qualitatif, ça veut dire que l'entreprise maîtrise ses risques santé au travail et donc, par déclinaison, par capillarité, maîtrise correctement ses activités. Et donc, ça peut laisser penser qu'on prend beaucoup moins de risques sur la gestion des coûts, sur la gestion des délais, sur la gestion des standards qualité, etc., etc., etc. Et si je dois résumer l'ensemble de cette approche par une boucle vertueuse de la régulation par l'utilisateur final, eh bien, les clients, les donneurs d'ordre, mais aussi les banquiers qui veulent pas prêter à n'importe qui, les assureurs qui veulent identifier la mesure du risque qu'ils prennent en assurant une entreprise, les actionnaires qui veulent savoir où ils investissent et où ils placent leurs argent, et plein d'autres parties prenantes, eh bien, l'ensemble de ces parties prenantes attendent dans leur pratique de réduire au minimum les risques qu'ils prennent lorsqu'ils choisissent une entreprise, lorsqu'ils travaillent avec une entreprise. Je le répète, la performance santé sécurité au travail reflète le niveau de maîtrise d'une entreprise sur son business.
Le label qualitatif permet d'apprécier la maturité d'une entreprise en santé et sécurité au travail sur une échelle qualitative qui va de A, B, C, D, E, un peu comme les labels environnementaux qu'on peut trouver concernant ces appareils électroménagers, par exemple. Et donc, quand une entreprise décide de se labelliser, elle peut ne pas immédiatement être sur le haut du label. Et là, évidemment, on ne fera aucune communication, mais par contre, on l'accompagnera pour qu'elle mette en place un plan d'action de façon à... Sur ce champ de la maturité en santé, sécurité au travail, et évidemment, elle finira par avoir un bon score sur ce label qualitatif. Et à partir du moment où l'entreprise a un score correct, voire très bon sur ce label, alors là, la communication est importante, puisque vous l'avez compris, c'est à partir de cette communication que l'entreprise pourra se différencier concurrentiellement par rapport à d'autres concurrents, d'autres compétiteurs qui, eux, ne sont pas labellisés. Et l'idée, c'est de sensibiliser le futur client, le futur donneur d'ordre, la partie prenante, sur le fait que cette entreprise maîtrise ses risques santé au travail et donc maîtrise ses activités. Et du coup, fin de la boucle, eh bien, l'ensemble de ces parties prenantes choisiront vraisemblablement dans une logique d'achat responsable de telles entreprises parce qu'elles limitent leur prise de risque, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc je n'en dis pas plus sur l'approche, je crois que vous l'avez compris, elle est limpide, et je vais maintenant donner la parole à Anne-Sophie Godon, qui est directrice des services de Malakoff Humanis, pour qu'elle nous explique en quoi un assureur, un prévoyant, est intéressé par ce genre de label. Et puis Frédéric nous fera un témoignage, puisque le groupe Ariane a mis en place un tel label qualitatif, et ça sera très intéressant d'écouter Frédéric qui nous contera les intérêts qu'ils ont trouvés chez Ariane Group à mettre en place un tel label. Anne-Sophie, je vous laisse la parole. Merci Dominique, et puis bonjour à tous. Merci de m'avoir invité donc pour témoigner sur l'intérêt que l'on peut avoir donc dans un label santé sécurité au travail. Alors peut-être déjà quelques mots de contexte. Vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs années, qu'on mène donc toutes sortes d'études pour essayer de comprendre les défis des entreprises et des salariés en matière de santé et de sécurité. Et on vient de recevoir là les résultats d'une enquête qui a ciblé un peu plus de 600 dirigeants et dans lequel 96% des dirigeants nous disent là en 2021 qu'ils ont conscience que la santé, la sécurité au travail est un enjeu de performance. Donc on a quand même déjà cette idée a priori renforcée probablement aussi par le contexte de crise, donc cette idée que investir dans la santé et la sécurité, eh bien, c'est un enjeu de performance. Donc ça, c'est quand même déjà la première bonne nouvelle. Alors, pourquoi est-ce qu'un assureur comme Malakoff Humanis est concerné par ces questions? Eh bien, on l'est finalement non pas tellement au titre de notre métier d'assureur complémentaire santé, il y a une sorte de faux ami entre assurance santé et puis santé sécurité au travail, mais on l'est au titre de notre autre métier qui est la prévoyance collective, hein, qui consiste à assurer le risque d'arrêt maladie, le risque d'invalidité ou le risque de décès. Et quand on regarde en fait eh bien, ces données de sinistralité, on se rend compte qu'une grande partie de la sinistralité trouve son origine dans le contexte professionnel. Un peu plus de 40% des arrêts maladie de plus d'un mois, donc ceux que nous indemnisons, sont liés à un contexte professionnel, et un peu plus de 10% des décès qu'on indemnise sont eux aussi liés à un contexte professionnel. Donc nous sommes, en tant qu'assureurs complémentaires, concernés par la santé et la sécurité au travail. Alors, si on regarde ce qui se passe depuis plusieurs années, eh bien, ce risque, notamment ce risque d'arrêt maladie longue durée, il ne cesse de croître, à la fois tiré par des éléments structurels, comme le vieillissement de la population active, mais aussi l'apparition ou le développement des risques psychosociaux, qui sont des arrêts qui sont en moyenne beaucoup plus longs
que les arrêts maladie pour d'autres motifs. Donc, on voit que de manière structurelle, les arrêts maladie, notamment les plus longs, avaient plutôt tendance à augmenter. Leur coût aussi a tendance à augmenter puisque les arrêts maladie touchent des personnes qui ont des niveaux de revenus plus importants, hein, puisque notamment les risques psychosociaux touchent de plus en plus les cadres. Et puis viennent s'ajouter à ça des éléments structurels. Donc depuis un an, la crise Covid qui a eu pour conséquence donc d'augmenter aussi le nombre d'arrêts maladie pour raisons psychologiques. Et puis un contexte de taux bas qui nous oblige à constituer des provisions mathématiques plus importantes. Donc depuis plusieurs années, finalement, face à cette dérive des risques, et vous savez qu'on n'a pas tellement d'autres solutions quand les risques dérivent que de traduire ça dans nos tarifs, eh bien, on a développé des actions de prévention, donc à la fois des services, mais aussi des équipes qui accompagnent le déploiement de ces services. Alors, pourquoi est-ce qu'on est intéressé par un label et par celui-là en particulier ? Eh bien, d'une part, on a besoin de mieux cibler les entreprises qui sont appétentes à ce type de sujet. Et quand je dis entreprise, c'est aussi dirigeants. On l'a vu notamment à travers les travaux qu'on a menés avec le CNAM et les équipes de William Dapp, que il y a un peu moins d'un dirigeant sur deux qui est finalement appétent à la prévention. Pour beaucoup d'entre eux, ça reste finalement une obligation légale imposée par le contexte externe. Et puis, pour d'autres, c'est pas un sujet. Pour certains d'entre eux, les risques sont totalement transparents. Donc, le premier sujet pour nous, le premier intérêt, c'est de cibler les entreprises vers lesquelles on va essayer de pousser finalement ces services et déployer des forces d'accompagnement. Le deuxième enjeu pour nous, c'est d'orienter les actions qui vont être déployées en lien avec l'ensemble des autres acteurs qui interviennent sur le champ de la santé et de la sécurité au travail. Et puis, il y a aussi un enjeu pour nous, c'est de finalement regarder les entreprises pour lesquelles on pourrait moduler positivement le tarif, puisque les tarifs d'un assureur complémentaire prévoyance, eh bien, ils sont basés sur le secteur d'activité, la taille, la structure démographique et puis le département. Mais on voit que ça ne tient pas compte aujourd'hui des efforts qui sont faits par les entreprises. Donc, ça nous permet aussi de moduler donc positivement le tarif et donc de contribuer finalement à ces efforts de prévention. Alors, on s'est lancé là-dedans il y a déjà un peu plus de 4 ou 5 ans. J'ai plus en tête exactement les dates, mais on avait lancé ce qu'on appelle un pari GDR, un pari gestion du risque, qui était donc une sorte de questionnaire ou de critères qui nous permettait justement d'essayer de mesurer les efforts des entreprises, mais c'était quelque chose qui était finalement trop peu étayé. Donc, on a essayé de construire quelque chose de plus performant et on lui a finalement donné un cadre plus large que celui de la santé et de la sécurité au travail, puisqu'on a construit depuis maintenant 2 ans un indice du capital humain en entreprise, qui est un indice finalement qui mesure à la fois les efforts que les entreprises font en matière de social, mais aussi les retours qu'elles en obtiennent, notamment à travers un certain nombre d'indicateurs. Donc, on n'est pas directement sur le champ de la santé et de la sécurité au travail, on est sur un champ un peu plus large. Mais on a regardé en fait la corrélation entre cet indice, qui finalement mesure les efforts et les résultats des entreprises en matière de social, et la performance économique et la performance en termes de recommandations par les salariés. Et là, on a obtenu des résultats extrêmement intéressants puisqu'on a 10 points d'écart entre les entreprises qui investissent dans la performance sociale et celles qui n'investissent pas. Donc, 10 points d'écart de performance économique entre les deux extrêmes, donc celles qui font bien en matière de performance sociale et celles qui font moins bien. Donc, ça confirme tout à fait ce qu'évoquait Dominique juste avant, c'est qu'il y a une vraie corrélation
entre l'attention portée globalement aux collaborateurs de l'entreprise, notamment en matière de santé et sécurité, et la performance économique. Et puis pour nous, il y a un dernier intérêt, c'est celui d'aider nos clients finalement à faire savoir ce qu'ils font, parce qu'il y a encore beaucoup trop d'entreprises qui font des choses, mais qui n'ont pas le sentiment que ce qu'elles font a de la valeur. Et donc, ce type d'indice peut aussi contribuer à faire savoir et à donner confiance aux dirigeants dans la valorisation de ce qu'ils font. Alors, pour terminer, peut-être quelques éléments de facteurs clés de succès issus de ces démarches. D'une part, il faut qu'il y ait un dirigeant convaincu. Ça, je crois que personne ne remettra ça en question. Ensuite, il faut quelqu'un dans l'entreprise pour porter ces sujets. Et on voit que malgré l'obligation d'avoir une personne dédiée à la prévention santé-sécurité dans les entreprises, eh bien, ça reste encore complexe pour notamment les plus petites. Il faut que les managers se saisissent de ces sujets parce que ce sont des acteurs clés en matière de prévention. Il faut un suivi dans le temps, et donc ce label, celui-là ou un autre, eh bien, il faut donc pouvoir suivre de manière régulière son déploiement et puis surtout ses résultats. Et puis, on adore se comparer. Donc, ce qui me semble très intéressant aussi, c'est l'idée d'avoir un grand nombre d'entreprises qui adhèrent à cette démarche de telle manière que chaque dirigeant puisse se comparer avec des entreprises qui lui ressemblent, parce que la comparaison, c'est aussi une manière de pouvoir progresser. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, et donc qui confirme tout à fait l'opportunité d'avoir des repères, finalement, quels qu'ils soient, qui permettent d'orienter les efforts en matière de prévention. Bonjour. Merci Anne-Sophie. Et du coup, merci Anne-Sophie. Du coup, ça permet aussi de rappeler quelque chose qui est très important. C'est qu'un tel label, quand l'entreprise en a fait un atout concurrentiel, puisque vous avez compris que quand on est bien labellisé par rapport à la concurrence, ça devient un atout concurrentiel, eh bien l'objectif derrière, et ça fait tout à fait le lien avec ce que vous venez de dire Anne-Sophie, c'est d'embarquer les chefs d'entreprise, d'embarquer les dirigeants à travailler en profondeur sur la santé-sécurité au travail, parce que dès lors que ça devient un atout concurrentiel, on sort complètement de l'enjeu premier, qui reste évidemment l'enjeu premier, qui est de s'occuper de la santé et de la sécurité des salariés au travail, que ce soit les salariés de l'entreprise ou les salariés des prestataires, mais ça devient un enjeu de business, et tout l'enjeu est là. Voilà, Frédéric, je te laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup. Je me présente à Frédéric Demailly, je suis responsable de la coordination santé-sécurité Ariane Group. Je vais pas vous parler de label, je vais vous parler du système de performance santé-sécurité environnement au sein d'Ariane Group. Alors, vous resituez un petit peu le contexte parce qu'il y a un tout petit peu d'historique. Donc, Ariane Group est une société plutôt récente, elle date de 2016, issue donc de 50% d'Airbus et 50% de Safran, 8500 collaborateurs en France et en Allemagne. Alors la partie franco-allemande est importante parce que de ce fait, on a plusieurs cultures de la SSE, de par nos maisons mères, mais aussi de par le fait que nous sommes à la fois en Allemagne et en France. Une particularité Ariane Group, c'est l'importance de la sécurité et de l'environnement et bien sûr de la santé des collaborateurs. 80% de nos sites sont Céveso seuil haut. On a un risque pyrotechnique sur 70% de nos sites environ et 100% de nos sites sont avec des risques chimiques. Donc aujourd'hui, le risque est omniprésent au sein d'Ariane Group. Mais à la création d'Ariane Group, il y avait un enjeu énorme qui est l'enjeu d'Ariane 6, vous l'avez certainement entendu parler, le futur lanceur européen, et que pouvait faire la SSE par rapport à cet enjeu business pour devenir une entreprise performante, une entreprise leader dans son marché. Alors d'une part, on avait une conviction, c'est que la SSE est un des piliers de la performance de l'entreprise. Mais néanmoins, avec notre diversité, il fallait nous trouver une identité pour être au service de ce business
Et il fallait aussi faire de cette diversité une force. Nos diverses cultures devaient nous enrichir pour faire d'Ariane Group un leader dans son activité. Alors, on avait quelques objectifs. Les premiers objectifs, c'était d'embarquer les équipes SSE. Un objectif fort qui est en finir avec la culture du compromis. J'y reviendrai juste après parce que c'est un élément important, cette histoire de compromis entre l'activité et la sécurité. C'est des choses que beaucoup de préventeurs connaissent. Et bien évidemment, notre objectif final, c'était viser la performance globale. Une performance globale, qu'elle soit qualitative, en santé, en sécurité, en environnement, en économie. Notre réponse à tout ça, ça a été un système de performance. Je vais vous le présenter. Ça a été aussi un engagement managérial. On a parlé juste avant de l'importance de l'engagement de la direction et aussi des managers. C'est un élément clé de la réussite. Et c'est aussi, bien évidemment, une activité SSE qui est tournée vers l'opérationnel. Ce n'est pas une SSE déconnectée du business. La SSE aujourd'hui, et au même titre que la qualité, que la productivité, que le respect des délais, était vraiment un élément clé de la performance de l'entreprise. Alors, je vous parlais de compromis. On a souvent, en santé, sécurité, environnement, on arrive avec des prescriptions, des obligations. Et la première des réactions des gens qui produisent, des gens qui font le business, c'est de dire, bon, on va essayer de trouver un équilibre, un juste milieu entre les prescriptions SSE et la production. Malheureusement, j'oserais dire, de nos jours, il faut être gourmand. Moi, je le suis. Moi, je veux fromage et dessert. Donc, je veux à la fois de la sécurité et je veux aussi de la production et je veux une entreprise performante à tous les niveaux. Alors, j'ai souvent un exemple, je leur dis, voilà, quand on n'a pas une moyenne entre les prescriptions SSE et la production, mais c'est plutôt le produit des deux. Si on se dit, on va répondre à 80% des prescriptions, histoire de ne pas trop contraindre la production, ce qui fait qu'on va diminuer aussi un peu notre niveau de production. Au final, on va avoir une efficacité globale qui est le produit des deux et qui est, si on met 80% des deux côtés, qui est de 64%. Donc, l'idée, c'est que tout le monde soit à 100%. Alors, pour illustrer ça, au niveau du management, j'ai souvent une petite histoire, qui est une histoire de chaussettes, qui fait souvent bien rire mes managers au sein d'Ariane Group et d'ailleurs aussi nos dirigeants. Le compromis, on vit ça au quotidien, tous les jours, dans son couple d'ailleurs. Alors moi, je suis un passionné de chaussettes. Voilà, une chose importante à savoir. Et tous les matins, je sélectionne la couleur de mes chaussettes en fonction de la couleur de ma chemise. C'est un rituel qui est assez important pour moi. Et un matin, ma compagne m'offre une paire de chaussettes. Petit problème, c'est que les chaussettes qu'elle vient de m'offrir ne correspondent pas à la chemise que j'avais prévu de mettre aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'on fait dans un couple ? On fait des compromis. Alors, quel compromis faire ? Soit ne pas satisfaire ma compagne, donc ne pas porter ses chaussettes, peut-être respecter uniquement les prescriptions SSE. Je vais peut-être être élégant, mais je ne vais pas satisfaire ma compagne. Soit satisfaire ma compagne et perdre en élégance. Bon, ce n'est pas l'idéal. Donc, qu'est-ce que je choisis de faire ? C'est le fameux compromis. Et le compromis, c'est voilà. Je mets une chaussette de chaque paire. Mais j'ai fait le compromis, mais je ne suis pas complètement élégant et je ne suis pas complètement satisfait. C'est un peu la même chose quand on parle de sécurité et de production. Si on fait des compromis, on ne va pas produire complètement en toute sécurité. Et c'est ça qui est vraiment important. Aujourd'hui, on est capable de produire dans les meilleures conditions de sécurité et en protégeant l'environnement et la santé des collaborateurs. On a le droit d'être gourmand et de demander à la fois le fromage et le dessert. Donc c'est une illustration. Habituellement, quand on fait ça en présentiel, je me prête au jeu de porter deux chaussettes différentes. Ça marque les esprits et c'est souvent quelque chose que les managers gardent à l'esprit tout au long de leur activité quand on parle de compromis.
Alors, une fois que l'on a dit que pour avoir une performance complète dans l'entreprise, il nous fallait une performance SSE, comment on allait y aller? Alors, au sein d'Ariane Group, on s'est dit, voilà, pour nous, il y a 3 piliers sur la performance SSE qui va constituer un des éléments de la performance de l'entreprise. Ces 3 piliers, c'est l'anticipation. Comment on va évaluer nos exigences, comment on va les prendre en compte dans notre activité, comment on va évaluer nos risques, nos impacts, comment on va aussi évaluer nos formations et comment on va le faire de façon systématique et continuelle. C'est une première partie, ça pose un socle. Mais une fois que l'on a fait ça, comme je vous disais au départ, on voulait se tourner vers l'opérationnel et on voulait un système qui répondent aux besoins des opérationnels et on voulait leur donner les éléments sur comment maîtriser leurs risques et leurs impacts. Et on a créé un système qui est, pour 60% de ce système, avec les prescriptions que l'on a intégrées dedans, répondent aux besoins opérationnels. Et au final, on a un élément que tout le monde connaît, qui est l'engagement de chacun, l'engagement de la direction, mais aussi l'engagement des managers et l'engagement de tout le monde. C'est vraiment un élément important pour avancer et perpétuer les bonnes pratiques et perpétuer, on va dire, le renouvellement du système et la performance. Alors, c'est une courbe qui est plutôt classique, que tout le monde connaît. J'ai souvent l'habitude d'expliquer cette courbe avec le brossage de dents en disant, voilà, quand on est petit, on nous inculque des fondements en nous disant, voilà, il faut se brosser les dents le matin et le soir, ça doit durer 2 minutes. C'est souvent quelque chose que l'on apprécie peu, malheureusement. Et oui, mais bon, on trouve quelques subterfuges, on a des dentifrices parfumés pour nous aider à faire passer un peu cette première étape. Ensuite, on arrive sur un âge plutôt adolescent, où on est sur de la maîtrise opérationnelle, on maîtrise les choses pour nous-mêmes et on sait pourquoi on le fait. Alors l'adolescence, c'est l'heure des premiers rencarts, les premiers rendez-vous galants. Et là, on sait pourquoi on se brosse les dents, bien évidemment. Et donc, on maîtrise opérationnellement cette activité. Mais la clé du succès pour améliorer en continu et pour longtemps notre efficacité, c'est ce dont on a besoin, c'est l'engagement et l'ancrage. C'est quand on est jeune adulte et que d'une part, on va perpétuer ce que l'on a appris dans la première partie de notre vie, mais aussi on va inculquer à nos enfants cette fameuse règle du brossage de dents. Donc ça, c'est un élément important, l'engagement et l'ancrage. L'engagement au-delà de l'implication. L'implication est parfois un affichage. Nous, on demande à ce que les gens soient actifs et proactifs d'ailleurs sur la partie SSE. Donc, alors comment on a transformé tout ça, on a voulu créer un système à la fois équitable et transparent. Alors vous voyez, nous, le système au sein d'Ariane Group se présente avec les fameux 3 piliers dont je vous parlais, le fondement, la maîtrise opérationnelle, l'ancrage, que l'on a découpé en domaines de performance. Ces domaines de performance, à l'intérieur, il y a un certain nombre de prescriptions qui sont issues, pas automatiquement de la réglementation, mais parfois de bonnes pratiques et qui sont toujours tournées vers la maîtrise du risque, qu'ils soient les risques pour la sécurité des hommes, mais aussi les risques environnementaux. C'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, c'est cette dualité entre le risque sécurité et le risque environnement. On a une partie opérationnelle qui est extrêmement importante, avec une partie très particulière qui est ce que vous pouvez voir à l'écran, le B4, les hauts potentiels de perte, où on a voulu que les sites aient la main sur on va dire, leur progression et leur engagement. Parmi ces 9 sous-domaines, on dit aussi que pendant 3 ans, vous allez devoir vous améliorer, aller chercher un niveau de performance uniquement sur 6 de ces sous-domaines et non pas sur les 9. Vous devez maintenir bien sûr les 9 à un niveau correct, mais aller chercher de la performance, aller chercher de l'amélioration. Ça permet aussi au site de travailler de façon équitable sur les risques,
Les sites ont diverses activités. Certains sont très risques chimiques, d'autres plus pyrotechniques. Certains font beaucoup de transport de marchandises dangereuses. Donc, le site choisit en fonction de son niveau de maîtrise là où il veut s'améliorer. C'est un système qui se veut transparent. On ne va pas évaluer le site lors de nos audits par rapport aux différents critères. On va les évaluer par rapport à leur capacité d'avoir dit « oui, je réponds aux critères » ou « non, je ne réponds pas ». S'il a dit « non, je ne réponds pas à ce critère parce que je n'ai pas encore mis en place telle ou telle procédure ou telle application », on ne va pas aller le regarder. Nous, ce qu'on veut, c'est que le site affiche clairement son niveau de performance et nous, on va aller consolider la transparence qu'il a eue sur son niveau de performance. Alors, le niveau de performance, vous l'avez déjà vu apparaître dans la présentation de Dominique. Voilà, on a un niveau de performance entre A+ et D. Alors, aujourd'hui, on a chez Ariane Group des sites qui se situent, alors pas au niveau les plus hauts, mais à différents niveaux entre D et B+. Et ce qui les intéresse de plus en plus, c'est le pourcentage de performance sur l'ensemble du système. Aujourd'hui, les sites disent, ben voilà, moi, cette année, j'étais à 58% de performance et l'année prochaine, j'aimerais bien être à 61%. C'est d'une part visuel, ça permet de communiquer. Et tous les ans, au sein d'Ariane Group, aujourd'hui, on a un objectif de performance qui est dédié, alors pour l'ensemble d'Ariane Group, mais aussi site par site. Alors, c'est un système là que vous dites, oui, il semble joli. Je vais vous présenter les résultats parce que c'est un système qu'on a créé et déployé. Donc, je vous disais au début, création d'Ariane Group en 2016. Un certain nombre de choses à faire. On avait, quand on crée une société, il y a beaucoup d'activités, il y a du changement, il y a des perturbations. Il faut arriver à passer cette première étape. Et en 2017, on a décidé de lancer le fameux projet de la performance SSE comme pilier de la performance de l'entreprise. C'est un projet qui a été mené par les équipes Ariane Group, pas uniquement par des équipes SSE, mais aussi par des équipes opérationnelles, en disant où est-ce qu'on va aller chercher notre performance. On a mis un peu moins d'1 an à créer notre système et en juin 2018, on a lancé ce système pour le déployer sur nos sites. La première année, donc en 2018, on a réussi à déployer sur 54% de nos sites, des sites qui avaient déjà un bon niveau de maîtrise de la SSE et qui étaient volontaires et engagés. Et à fin 2019, donc 1 an et demi après, on avait 100% des sites qui suivaient ce système, qui s'auto-évaluaient et qui se faisaient auditer. C'était déjà un beau succès. Alors aujourd'hui, on a un niveau C+, on va dire, on s'approche de B sur l'ensemble d'Ariane Group à fin 2020. En 2 ans, on a augmenté la performance globale de 8%, ce qui est beaucoup. 8%, le système représente environ 400 prescriptions, qui sont les mêmes exactement en France et en Allemagne. Un des résultats qui intéresse bien sûr notre direction, c'est la diminution de l'accidentologie. Accidentologie au sens accident du travail, mais aussi accident environnemental. On a une baisse à fin 2020 de 40% de notre accidentologie. Ce qui est vraiment important pour nous parce que les hommes sont importants, la santé des hommes est importante, l'environnement dans lequel on travaille est important. Donc, diminuer l'accidentologie est vraiment un de nos objectifs et ce qui permet d'aller chercher de la performance globale. Et en fin 2020, l'engagement de la direction, comme on le disait précédemment, est important. Le comité exécutif d'Ariane Group a dit, voilà, la SSE, c'est un sujet important, ça participe à notre performance, ça va participer au succès de l'entreprise et au succès d'Ariane 6. Donc, cette année, chacun des collaborateurs, on lui a demandé de prendre un objectif d'amélioration de la performance SSE. On ne leur a pas donné un objectif de réduction d'accidentologie, pas du tout. On a réussi à ancrer ce vocabulaire de la performance SSE par des actions qui sont des actions opérationnelles. Et chaque collaborateur a
aujourd'hui et à toute l'année pour l'atteindre, un objectif d'amélioration de la performance. Et c'est à lui de choisir son action. Alors, ça c'est aujourd'hui, hein, on est dans un système qui est vivant. On a au sein de mon équipe des personnes qui font vivre ce système et le font évoluer aussi, alors en fonction des actualités, en fonction des nouveaux risques, mais aussi en fonction des résultats de l'entreprise. Et un des points importants, c'est aujourd'hui les questions que l'on s'en pose, c'est et demain? Alors, on a la chance que ce soit notre propre système, on a la main dessus, et l'important, c'est de pouvoir le faire évoluer. Alors, on le fait évoluer en fonction des réglementations, des risques émergents, des nouvelles technologies, ce qui nous permet de rester au contact des activités opérationnelles. Et les questions, c'est oui, demain, avec nos nouvelles générations, alors moi je les appelle les générations Nike ou Apple, hein, où on a des gens qui vont bientôt arriver ou sont en train d'arriver sur le marché du travail, qui sont nés avec les slogans penser différemment ou essayer, on ne sait jamais, ça peut marcher. Donc voilà, il faut aussi prendre en compte tout ça, il faut expliquer, justifier, présenter, passer du temps. La communication est importante, on a le digital aussi qui est important. Donc, il faut en permanence se remettre en question pour toujours pouvoir progresser, aller chercher de la performance au sein de l'entreprise. Et les évolutions de la SSE doivent coller aux évolutions de la société et de l'entreprise pour aller chercher cette fameuse performance globale. Alors, je conclurai en disant, voilà, hein, en matière de santé, sécurité, de protection de l'environnement, c'est notre seul acquis définitif, hein, la seule chose qui est permanente, c'est celui de toujours progresser, et il faut en permanence repenser notre système, le développer pour suivre l'entreprise, suivre les évolutions de l'entreprise et coller aux besoins de l'entreprise et aller chercher cette fameuse performance globale. La SSE n'est pas déconnectée de la performance de l'entreprise, elle accompagne le développement de l'entreprise et sa performance globale. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Merci Frédéric, vraiment très très intéressante ta présentation et puis les résultats. Moi j'ai particulièrement apprécié la façon dont tu intègres les managers avec cette notion des chaussettes et autres. C'est aussi une très très bonne idée pour les sensibiliser. Je trouve ça assez sympathique. Alors des questions, oui, il y en a eu tout au fil des interventions. Plusieurs, enfin, je ne vais pas les reprendre une à une, mais plusieurs interventions sur le label, notamment sur la notion de gratuité. Risque-t-on aussi de perdre son effet en fil de l'eau, hein, dès lors que beaucoup d'entreprises auront acquis cette labellisation, si je puis dire. Et puis, OK pour les grandes entreprises, parce qu'elles disposent déjà de moyens, Dominique, mais pour les PMI, PME, bon, j'ai vu que tu as déjà répondu à pas mal de questions. Il y a une autre aussi intéressante hein, qui a été posée, à laquelle Anne-Sophie a répondu en direct. Hein, c'est sur la sinistralité. Est-ce qu'on a déjà fait un état des lieux sur la sinistralité et puis les effets à long terme comme le burn-out? Mais bon, tu peux peut-être le redire, donner ta réponse en direct aussi. Sachez que l'onglet questions est toujours ouvert. Hein. Je laisse la parole à Dominique d'abord pour l'aspect quid de la gratuité, les effets long terme. Il y a une autre question aussi sur, bon, je l'ai dit, hein, PME, TPE, mais aussi sur quid des entreprises déjà certifiées. Mais bon, même si tu as déjà apporté des réponses, tu peux peut-être les redupliquer avant de redonner la parole à Anne-Sophie. Quant à Frédéric, j'attends les éventuelles questions, mais très intéressante cette présentation. Oui, bravo Frédéric, bravo Anne-Sophie, c'était très complémentaire comme intervention. Alors, quelques éléments complémentaires. La triple certification ne s'oppose pas à la labellisation, elle la prépare. Vous avez compris que la labellisation, on est sur la recherche de l'existence de pratiques d'excellence en matière de direction d'entreprise. À titre d'exemple, j'ai développé un tel label pour un pays où je suis allé former l'ensemble des ingénieurs de leur sécurité sociale sur l'approche de la ISS Vision Zéro, qui est un concept tout à fait pragmatique,
qui n'est pas nouveau quand on connaît les normes OSAS 18000 ou ISO 45000, mais ils ont fait quelque chose de tout à fait intéressant en 7 règles d'or, très pragmatique, et je me suis servi de ce pilier, de ce concept pour développer un label qualitatif SST. Ce label qualitatif SST que j'ai développé, si vous êtes intéressé à rentrer en contact avec moi, il est fait de 50 questions. Donc vous voyez, c'est pas une usine à gaz, hein. 50 questions. Et l'idée que je préconise, c'est que ces 50 questions qui cherchent à savoir si l'existence des pratiques repérées comme étant plutôt stratégiques quand on veut exceller en santé et sécurité au travail sont présentes, eh bien, cette évaluation est duale. C'est-à-dire que l'idée que je défends, c'est à la fois d'avoir un audit assez classique, hein. On interroge la direction, on interroge le management, etc., pour savoir comment ils font, ce qui se passe pas. Mais la dualité, c'est de faire en même temps une enquête auprès de tous les salariés pour vérifier que quand la direction dit que la pratique a été mise en place, ben, les salariés perçoivent bien l'existence de cette pratique sur le terrain, que quand la direction dit ben, on l'a pas encore fait, les salariés confirment en disant ben, effectivement, on l'a pas vu, et que quand la direction dit on l'a fait, que la perception des salariés c'est ben non, nous on est désolé mais on voit pas, ben, ça permet de se dire là on peut pas conclure parce qu'il y a une différence d'appréciation, et donc ça veut dire qu'il faut aller fouiller plus loin. Donc déjà en termes de méthode c'est intéressant parce que 50 questions c'est quelque chose qui n'est pas très lourd. Et une dualité, ça renforce à la fois le partage de l'évaluation, mais ça donne aussi de la robustesse à l'évaluation. Donc, dans mon esprit, c'est un label qui doit plutôt toucher les TPE et les petites PME. On est sur les fondamentaux de pratiques de direction d'entreprise et l'aspect coût. Bien sûr, c'est du temps passé. Bien sûr, si on fait un audit tierce partie, il faudra trouver la façon de rémunérer celui qui fera l'audit. Mais tout ça doit participer, je pense, d'une approche globale. Et Anne-Sophie le disait, quand un assureur a confiance dans la façon dont l'entreprise qu'il va assurer maîtrise ses activités, ben, les primes vont baisser. Donc, rentrer sur ce champ, c'est faire des économies à la maille de l'ensemble de la globalité des dépenses de l'entreprise. Et du coup, s'il y a un coût pour se faire labelliser, il sera complètement absorbé par les économies que la démarche va générer par ailleurs. Et au centuple même. Donc voilà, évidemment, tout doit se payer, mais je pense que dans une approche globale financière, c'est pas le sujet finalement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Patrick. Peut-être, donc je peux peut-être prendre la suite. Moi, j'avais 3 questions, enfin 2 questions qui m'étaient posées et une troisième. Alors, sur la question, d'une part, de la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles, en fait, il y a donc 2 choses différentes, hein. Il y a ce qui est reconnu comme accident du travail et maladies professionnelles, où là, nous, on est amené à prendre en charge le complément finalement de salaire ou d'indemnisation, donc en plus de la sécurité sociale. Donc malgré tout, eh bien, on est contributeur. Et puis il y a les motifs d'arrêt d'origine professionnelle qui ne sont pas reconnus comme accident du travail ou maladie professionnelle et qui sont très importants, puisque vous savez que tous les ans, c'est ce qui fait l'objet d'ailleurs d'un reversement entre la branche accident du travail et maladie professionnelle et donc le régime général, puisqu'on sait très bien que tout ce qui finalement peut être attribué au contexte professionnel n'est pas forcément reconnu comme accident du travail ou maladie professionnelle. Donc dans les 2 cas, eh bien nous contribuons, nous en tant qu'acteurs de la prévoyance collective, donc à la prise en charge donc du coût, donc arrêt maladie ou invalidité. Et ça, c'est sans parler de la santé, où là, de toute façon, dans quasiment tous les cas, c'est nous qui prenons en charge la majorité des coûts. La deuxième question qui m'était posée, c'était donc sur le burn-out et l'épuisement professionnel. Donc, vous savez que nous n'avons pas accès au motif d'arrêt maladie. Donc, c'est la raison pour laquelle nous menons depuis maintenant une dizaine d'années des enquêtes auprès donc d'échantillons représentatifs des salariés du privé
et qu'on les interroge notamment sur les motifs d'arrêt maladie. Et là, on a donc, alors on a introduit depuis 2 ou 3 ans maintenant le motif donc burn-out, épuisement professionnel. Ça représente, comme je le disais dans les réponses là, 3% du nombre des arrêts et j'essaierai de vous trouver ce que ça représente en nombre de jours parce que je pense que c'est beaucoup plus que les 3% si on le regarde non pas en termes de nombre d'arrêts mais plutôt en termes de nombre de jours. Et puis sur la question des TPE, pour finir et être rapide, je pense que une des voies, alors Dominique en traçait une qui est la voie de la simplicité finalement, donc il faut quelque chose qui soit simple. Nous, ce qu'on pense aussi, on l'a testé là donc avec notre indice, c'est qu'il faut autant que possible s'appuyer sur des données qui existent déjà. Parce que ces indices, ils peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Donc, qualitatif, ça veut dire qu'il faut interroger le dirigeant et les salariés. Mais on peut aussi avoir des approches quantitatives qui s'appuient sur des données qui existent déjà. Alors, soit les données comptables, soit des données de santé et de sécurité au travail. Alors, c'est vrai que celles qui font des bilans sociaux, elles ont plus de facilité à les produire, mais néanmoins, il y a quand même des indicateurs assez simples, homogènes, sur lesquels il faut s'appuyer, parce qu'il est hors de question que ça engendre une charge de travail administrative trop lourde. Oui, merci Anne-Sophie. D'ailleurs, c'est ce que nous rappelle Laetitia. Les assureurs, en général, sont aussi sensibles à la qualité, par exemple, des documents uniques, quand ils sont, comme le dit Laetitia, le socle de la prévention d'entreprise. J'ai une autre question là pour Dominique. Quels sont les prestataires qui peuvent faire un accompagnement d'entreprise sur cette notion de labellisation? Et puis, est-ce qu'on intègre dans les notions la notion sociologique à la démarche? Et enfin, un rappel, si nécessaire, pour les livres qui ont été évoqués, pour les notions de bouquins, suite à vos présentations respectives. Alors, redis-moi la première question, Patrick. La première question, c'était quels sont les prestataires qui peuvent faire un accompagnement? Bon, j'expliquais dans une réponse que j'ai donnée que j'ai créé une première maquette de label pour un pays où je suis allé former tous les ingénieurs de leur sécurité sociale parce qu'ils avaient besoin de ça. Donc moi, je peux commencer à accompagner très tranquillement des entreprises qui voudraient défricher sur le terrain. Pour information, j'ai été également contacté par l'AFNOR qui se pose des questions parce qu'ils sont très intéressés par cette idée de label qualitatif et ils sont en train de réfléchir et de valider à lancer peut-être un projet réunissant des parties prenantes autour de ça. Mais d'une façon plus générale, c'est une idée qu'on veut faire passer auprès du gouvernement, c'est une idée qu'on veut faire passer auprès des députés et des sénateurs. Si demain la France décide de créer, ce qui serait une première dans le monde, un tel label qui d'ailleurs participerait d'une façon encore plus large d'une évaluation RSE. Voilà, tout étant dans tout, il faut bien commencer par quelque chose, puisque la première composante de la RSE, c'est quand même bien la santé des hommes et des femmes dans l'entreprise, santé-sécurité. Je crois que l'idée va faire son chemin. Depuis quelques années maintenant que je préconise de partir sur cette action, je vois que voilà, ça commence à frissonner, les choses bougent, les journalistes spécialisés reprennent l'idée, et donc les choses vont se mettre en place. Si ça n'est pas fait au niveau étatique, ça se fera dans l'espace privé. Regardez Yuka, c'est pas une démarche qui a été pilotée par un gouvernement. C'est une start-up et aujourd'hui, Yuka a fait des petits. Il y a d'autres approches qui sont très similaires. Je dirais, peu importe l'outil à la limite, c'est la démarche qui est intéressante. Et c'est surtout dans la démarche, j'insiste là-dessus, la robustesse et le partage de l'évaluation. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Les bouquins, oui, j'ai répondu avec humour à quelqu'un qui disait il faut révolutionner la santé-sécurité au travail.
comme le dit Mouret dans son livre. Effectivement, c'est un monsieur qui a écrit un livre qui est assez iconoclaste, et je lui répondais, il est très très bon son bouquin, cependant il est moins bon que le mien. Bon, tout ça évidemment c'est de l'humour, puisque je préconise d'arrêter de manager la santé sécurité au travail, pour bien comprendre que c'est une composante du travail et qu'on n'a pas à s'occuper de ça à côté, comme si c'était quelque chose qu'on faisait quand il restait du temps. Et dans ce bouquin, d'ailleurs, je développais déjà l'idée d'un tel label. Donc, moi, je milite pour que des institutions comme l'AFNOR, par exemple, s'emparent du sujet et le posent sur la table en construisant quelque chose avec des parties prenantes. C'est pas les experts en France qui manquent pour pouvoir donner des idées intelligentes sur le sujet pour composer un tel label. Mais si ça ne se fait pas, je pense que ça se fera dans les sphères privées. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui travaille sur ce sujet. Moi, j'ai déjà une première proposition qui vaut ce qu'elle vaut. Elle n'a qu'un mérite, c'est celui d'exister. Autre point, là, on en a parlé tout à l'heure de tri-certification. Il y a un participant, là, Marie, qui nous demande que pensez-vous du MAS comme label? Alors, personnellement, je connais bien aussi le MAS. C'est un outil qui est beaucoup plus pragmatique que les normes ISO et qui a été créé par les pétroliers, notamment par le bassin de Fos-sur-Mer il y a quelques années déjà, peut-être même quelques dizaines d'années. Là encore, on est masé ou on n'est pas masé. C'est très bien, c'est un outil de progrès. Là encore, il n'y a pas débat. Quand on est MAS, et j'ai des témoignages d'entreprises qui sont certifiées ISO 45000, qui sont certifiées OSAS 18000, qui sont certifiées MAS, et pour autant, bien qu'étant certifiées, on y voit des pratiques qui sont absolument pas acceptables d'un point de vue entreprise responsable. Donc la certification ne fait pas tout, c'est un vecteur de progrès, il n'y a aucun débat là-dessus, ça ne fait pas tout. Il faut avoir une évaluation, une mesure, une objectivation, me semble-t-il, de la maturité de l'entreprise par rapport à l'objectif de l'excellence qu'on recherche. Et dans cette objectivation, soyons très clairs, il n'y a pas de taux de fréquence, il n'y a pas de taux de gravité, il n'y a pas d'indicateur aussi négatif et mauvais que les deux que je viens de citer. On est à la recherche de l'existence de pratiques de direction d'entreprise, de pratiques qui touchent la technique, des pratiques qui touchent l'organisation, des pratiques qui touchent la qualité des postures managériales et de la capacité des managers à créer de la performance et à créer de la santé au travail. Je rappelle tout le temps que le manager, c'est quelqu'un qui crée de la santé au travail, s'il sait s'y prendre. Si c'est pas le cas, malheureusement, il va créer bien des souffrances. Et puis, bien sûr, travailler aussi sur la culture que chaque salarié va développer en comprenant qu'il est le premier acteur de sa santé-sécurité au travail ou de sa santé tout court d'ailleurs. Dominique, j'ai eu encore 3 questions. Je ne sais pas si on arrivera à terme avec, mais on peut essayer. Première, d'abord, c'est pas une question, c'est un remerciement de Dan vers Anne-Sophie concernant ses retours là sur l'épuisement professionnel. Elle est très intéressée aussi sur des chiffres complémentaires qu'elle a du mal à trouver. Donc là, c'est pour Anne-Sophie. Et puis, un autre point aussi, il y a d'autres outils qui existent et qui peuvent être des bases pour le label, hein, comme l'INRS qui propose l'outil GPSST. Et puis, il y a une dernière question là, que j'ai vue au fil de l'eau, c'est quid des SST. Il me semble que dans le projet de loi là, qui va être finalisé prochainement, il y a un projet de certification aussi pour les services de santé au travail. Donc voilà, c'est ces 3 points là, que je vais soulever juste, je ne sais pas qui les prend, peut-être Anne-Sophie par rapport à un remerciement de Dan. Non, mais je vais envoyer à Anne mes coordonnées pour qu'elle puisse me contacter et que je puisse partager donc avec elle plus d'infos. Et puis par ailleurs, il y a quand même déjà beaucoup de choses sur le site donc du comptoir de l'entreprise là, qui est le média du groupe Malakoff Humanis. Donc il y a déjà pas mal de choses, mais sinon qu'elle me contacte en parallèle. Voilà les 2 dernières pour Dominique là sur l'outil de l'INRS et puis je ne sais plus lequel c'est, mais bon, j'ai répondu hein, pour la démarche de certification des services de santé au travail. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas me battre sur l'outil. Il y a plein de gens intelligents qui trouveront des choses tout à fait intéressantes à faire pour arriver à un label. Toutes les démarches qui vont permettre d'apprécier la maturité
d'une entreprise par rapport à ce qu'on vise à faire en termes de santé, sécurité au travail, je prends tout. Voilà. Personne ne détient la vérité, c'est une co-construction qu'il va falloir faire. On va peut-être un peu tatillonner ici ou là. La certification, pour moi, est clairement une préparation à la labellisation. Il y a plein d'autres outils qui existent aujourd'hui et qui vont jouer exactement ce même rôle. Il faut déjà que l'idée progresse, il faut que la compréhension du lien qu'a souligné Frédéric et que je défends, mais mordicus, chaque fois que j'interviens dans une entreprise, parce que j'arrive à le démontrer, c'est pas très compliqué, de l'existence de ce lien entre la performance santé sécurité au travail et la maîtrise des activités. Ce lien existe à chaque fois, donc investir dans la mise en place d'une entreprise qui maîtrise ses risques santé en entreprise, ça veut dire que on investit dans des actions qui vont permettre de maîtriser mieux encore ses activités, donc de fidéliser ses clients, donc de continuer d'avoir du marché, donc de continuer d'avoir de l'activité, donc d'avoir de l'emploi. Et moi, c'est le levier dont je me sers quand je vais en entreprise et qu'on travaille avec les salariés. Quand vous travaillez à améliorer la performance SST de votre entreprise, au final, vous travaillez à défendre votre emploi. Donc, l'intérêt au-delà de votre propre santé, il n'est pas inutile, voilà, il n'est pas vain. Donc, sur ces outils, il ne faut pas se battre sur les outils. Je crois que il faut déjà valider l'idée, faire avancer les états d'esprit sur ce sujet, de façon à ce qu'on obtienne et qu'on arrive à embarquer les chefs d'entreprise, et notamment des TPE et des petites PME. Voilà. Et les managers aussi, comme tu le disais tout à l'heure. Alors, juste pour terminer, parce qu'il n'est pas loin de midi, encore juste 2 ou 3 points. Il y a Steve qui nous a beaucoup aidé pendant ce séminaire, qui nous dit effectivement, et pourquoi pas démarrer déjà dès l'école, hein, pour former les enfants, les étudiants et autres. Ça aussi, c'est une autre idée que l'on a mis en place au niveau du GEPI, mais qu'on développera dans un autre séminaire. Hein, c'est la formation des managers, des étudiants, des grandes écoles. Hein, c'est un sujet important. Absolument. Et puis, pour juste un petit clin d'œil aussi à Frédéric, il n'y a pas que moi qui ai été inspiré par les chaussettes. Hein, je vois quelques commentaires pour la qualité des présentations, mais aussi sur cette image qui permet de faire partager ce que l'on veut faire partager, notamment aux managers. Et puis, quant à Anne-Sophie, là aussi un commentaire qui est plutôt sympathique, qui apprécie l'intervention de l'assureur aussi, qui montre quelque part les entreprises doivent penser à la santé-sécurité parce que c'est aussi important pour le développement de l'entreprise. Voilà, il est midi 2, vous avez peut-être quelque chose à rajouter, Frédéric, Anne-Sophie ou Dominique? Non, un grand merci Un grand merci. Voilà, pour l'organisation. Voilà. Bonne journée à vous tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à tous. Et juste une petite info, demain, un nouveau webinaire avec le GEPI et Préventica sur la prévention des risques psychosociaux. Rendez-vous à 11h. Merci à vous tous, le séminaire est terminé et bonne journée. Bonne journée.